Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes qui sont tirées de notre jeu Vu. Il contient plus de 800 questions pour t'aider à te connecter à ce qui compte vraiment pour toi et où que tu sois. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandra Ridou, une amie entrepreneur avec qui on adore refaire le monde en randonnant. Alex, pour commencer, quel mot décrit ton état d'esprit en ce moment? Plutôt suspense de ne pas savoir à quelle sauce je vais être cuisinée, mais sinon, à part ça, tout va bien. Une patate en suspense, quoi. Ouais, Tu... une patate en suspense. Comme toute partie de vue, en général, on va devoir choisir ensemble si on rajoute un filtre avant de débuter la partie. Du coup, est-ce que tu es OK de parler de tout sujet ou est-ce que tu préfères qu'on évite les questions qui vont parler de sexualité? Je préfère qu'on évite les questions de sexualité. Je suis pas sûre que mon mari soit méga chaud pour ça. OK, ça marche. Alright. Première question, Alex. Comment ta dernière relation t'a préparé pour la prochaine? La relation amoureuse, du coup, on parle. C'est Ouais. là tout l'intérêt de ce jeu, c'est que tu C'est peux inventer les intéressant. règles du jeu. Donc, Ah, est-ce je que peux ça peut être une interpréter comme je relation? veux. Ok, Ouais. moi, la Qu'est-ce que première tu chose que viens, j'ai toi? pensé, c'est relation amoureuse. Ok. Donc, on va partir sur relation amoureuse. Putain, ça remonte. Ma dernière relation, ça fait. Je suis avec mon mec depuis 2011, pour information. Donc, ça fait un petit bout de temps, la dernière relation amoureuse. Comment elle m'a préparée pour la prochaine? J'ai envie de dire. C'est très bizarre ce que je veux dire. Elle m'a totalement détruite. Et du coup, ça m'a permis de repartir à zéro et de totalement me reconstruire. Et sans mon mari, je pense que je ne serais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Donc, merci la relation précédente de m'avoir détruite pour me permettre de me reconstruire avec mon mari actuel. Hmm. Tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, je crois pas. Et comme je voulais rappeler une des règles du jeu qui est, si jamais il y a une question que tu veux passer, on Je passe la passe. question. Voilà, comme ça au Pas moins de- c'est clair. Mais en tout cas, merci pour ta réponse super honnête. Moi, je veux bien rebondir sur quelque chose, parce que du coup, je pense que ça, c'est des choses que plein de gens vivent. Et cette espèce de sensation de reset, là, dont tu as parlé, quoi, remise à zéro. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans cette phase-là? Genre, le moment où tu as l'impression que tu es dans la phase de la relation d'avant qui t'a détruite et tu sais pas encore qu'il va y avoir la relation qui va te reconstruire? Excellente question. Ou qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à l'époque, tu vois, Alex, entre les deux relations? Ouais. En vrai, je pense qu'il y a rien que j'aurais pu entendre. Enfin, tu vois, je vois mon entourage qui m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est un peu interdit de se retrouver, tu vas t'en remettre, tout ça. Euh, Moi, du coup, c'est l'autre qui m'a quitté. Et j'étais vraiment en mode, j'en entends rien du tout, quoi qu'il arrive, il reviendra un jour, quoi qu'il arrive, ça se refera et ça, il reviendra. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, j'étais en mode, ouais, je vais l'attendre jusqu'à mes 50 ans s'il le faut. Et j'ai rencontré mon mari, mais je sais pas, 4 mois après. Tu vois, et du coup, il y avait cette résistance de, non, mais ça, je peux pas me mettre avec toi parce que tu vois, j'attends que mon ex revienne un jour, il va revenir. J'attendrai jusqu'à mes 50 ans s'il le faut. Euh, et il y avait ce truc qui m'attirait chez mon mari, que du coup, je suis quand même mise avec mon mari, alors qu'il y avait ce truc entre deux. Et je pense que vraiment, on aurait pu me dire n'importe quoi, parce que mon mari aussi, il était un peu en mode au début, tourne ta page, quoi. Euh, J'avais besoin de processiser peut-être seule à mon rythme, qui fait que j'aurais même pas un conseil à donner à part processise à ton rythme. Et à un moment donné, ça va le faire. Ok, trop bien, merci. Prochaine question. Qu'est-ce que tu aimes profondément faire, mais que tu n'oses pas encore? Donc, le encore est entre parenthèses, donc que tu n'oses pas tout court ou que tu n'oses pas encore. Non, au début, j'allais dire rien. Je fais tout ce que j'aime profondément. Et en fait, si, bien évidemment, il y a un truc qui me vient en tête. Voyager. J'adore voyager, mais j'adore voyager à l'étranger en mode route, dans des pays pauvres. J'ai 2 enfants en bas âge. Je me mets peut-être mes propres barrières, mais j'ai tellement peur d'être déçue dans ma passion du voyage avec la contrainte enfant que je préfère me dire avec les enfants, je reste en France, il y a déjà largement de quoi faire en France, plutôt que me retrouver à prendre l'avion, à faire toutes les galères logistiques, etc., pour être déçu parce que avec des enfants, je sais, je ne pourrais pas voyager comme avant avec des enfants en bas âge. Donc c'est ça que j'ose pas encore faire, parce que ouais, je me sens pas prête. J'ai trop peur de casser ma passion pour les voyages. Ouais, et je sais qu'on en a déjà discuté des trips que tu as pu faire et tout. Est-ce que tu as l'impression que c'est l'illusion que tu as de ça va être comme avant? Genre vraiment, je sais pas, moi quand tu me dis ça, je me dis, mais même avec des gamins de 10 ans, le voyage sera jamais comme avant. Tu vois, en tout cas,
sera pas pareil que deux adultes jeunes amoureux qui vont découvrir un nouveau pays, tu vois. Du coup, est-ce que tu as l'impression que c'est un truc que tu n'oses pas faire et que tu te trouves la croyance de c'est des enfants qui sont en bas âge, ou c'est que tu n'es pas encore prête à réinventer ta manière de voir le voyage par peur d'être déçue de la version que tu avais d'avant, Ouais. quoi. Excellente question. Je suis pas prête à réinventer la manière de voyager. Et quand tu me dis ça, je me dis, mais vraiment, mais alors, pas du tout prête. Et aucune envie d'être prête. Parce que vraiment, et tu dis à 10 ans, je sais que mes enfants, ils vont pouvoir voyager de la manière d'avant. Ce sera pas pareil, Hmm. mais je pourrai porter leurs affaires sur mon dos, ils pourront marcher, et on pourra marcher dans des pays pauvres où j'aurais pas, enfin si, j'aurais toujours peur qu'ils aient une maladie de merde, mais j'aurais un peu moins de risques, tu vois, face à, ils seront plus grands, je pense que voilà, j'aurais moins de peur d'avoir, je sais pas moi, la fièvre jaune ou je ne sais quoi d'autre. Euh, mais c'est ce truc de, vraiment, moi, mon truc, c'est la marche. Et de les emmener voyager enfin, c'est pour marcher. J'aime pas du tout la ville. Et Hmm. là, ou rester au bord de la plage. Et là, avec des enfants en bas âge, clairement, si on voyage, c'est soit de la ville, soit de la plage. Donc, il y aurait cette frustration d'être dans un pays canon et de pas pouvoir vadrouiller partout en marchant. Ok, je comprends mieux. Trop bien. Prochaine question. Qu'aurais-tu aimé ne jamais apprendre? Ah, je suis désolée, il y a rien qui. J'essaie de chercher, mais il y a le rien qui vient trop. C'est Euh, normal, quand on est une éternelle étudiante comme toi, c'est ouais, compliqué, je pense. vraiment, je pense que mon cerveau, là, il veut pas trouver un truc, il veut même pas réfléchir, tu vois. Genre, un peu, c'est quoi cette question pourrie? Désolée. Déjà, tu as le droit de passer, tu as le droit d'avoir des questions qui te Non, parlent mais pas vraiment, aussi. mon cerveau, il se dit, mais rien, parce que enfin, ça, c'est un peu une phrase de coach, quoi, mais il y a un cadeau dans tout truc que tu apprends, et du coup, même si j'ai des choses que j'ai mal vécues, où je me dis, waouh, j'ai appris la tristesse, j'ai appris je sais pas quoi, euh, je regrette pas parce que ça me fait qui je suis aujourd'hui. Donc il y a vraiment rien qui me vient que C'est une j'aurais dû. très très bonne réponse. Clairement. Quel est le souvenir le plus drôle que tu aies partagé avec quelqu'un? Il y a un truc qui me vient là, bah, avec mon mari en voyage. On était à Madagascar. On grimpait le pic Bobby, si je dis pas de bêtises. Désolée si je me trompe de nom, mais je crois que c'était le pic Bobby. Avec des guides. Et les guides, ils avaient une poule qui transportait avec eux, et nous, on pensait que c'était un peu leur animal bah, de compagnie, quoi. Genre, on trouvait ça trop drôle. Le dernier jour où on fait l'ascension, donc on se réveille tôt le matin, on part avec le guide principal grimper en haut du pic Bobby, on regarde le lever du soleil, on redescend, et là, il nous avait fait des poulets frites. Et à un moment donné, on mange le poulet, et on se regarde, on se dit, mais tiens, la poule, elle est passée où? Et en fait, ils se trimballaient la poule pour nous faire un poulet frites le matin du pic, après la descente du pic. Et ça nous a fait marrer parce que pas une seule seconde, on s'était dit que cette poule, elle allait finir dans notre assiette. Ça va être sympa quand tu vas voyager avec tes enfants pour leur expliquer ça. Mais attends, Ouais, attends, la poule marchait avec vous, du coup. ouais, apparemment, il la prenait dans le bras, mais elle était là, quoi. C'était une petite poule avec nous, quoi. Tu sais, il la muscle un peu avant la dégustation, quoi. Énorme. Ouais, j'ai hâte que tu expliques ça à tes enfants quand ils vont te dire Maman, elle est où la poule qui marchait avec nous ce matin? En tout cas, produit frais. C'est ça, exactement. Excellent. Très bien. Et juste, du coup, moi, ça me donne envie de te demander, c'était quoi le premier souvenir, du coup, peut-être avec toi qui t'est venu? Ah, avec moi, bah, en fait, ça fait marrer tout le monde. Moi, sur le coup, ça m'avait pas fait marrer. J'ai voyagé seule à Bangkok. Et quand tu es étudiante, tu prends des trucs de logement, vraiment pas beaucoup de moyens. Donc, j'avais pris un vieux hostel. Et je me lève super tôt. Je sais pas, il devait être 5h30, 6h, parce que je voulais partir avec le train, aller dans la banlieue de Bangkok, visiter un truc. Et la chambre, j'ai quand même pris une chambre avec salle de bain privée. La chambre, du coup, elle était faite, bah, t'as ta chambre et t'as une porte avec la salle de bain. Et je vais pour prendre ma douche. Et je voulais pas forcément fermer la porte, mais bon, la porte se claque. Je prends ma douche et là, au moment de sortir, je me rends compte que la poignée tourne dans le vide. Et je suis à poil, la serviette est de l'autre côté de la porte, les vêtements sont de l'autre côté de la porte. Et là, je suis là, putain, il est 6h du matin, je suis à poil dans ma douche, faut absolument que j'arrive à ouvrir cette porte.
Donc j'essaye désespérément de l'ouvrir, mais en plus, c'est pas en poussant, c'est en tirant. Et comme c'est la douche qui donne sur la porte, bah, elle est trempée, ça glisse dans tous les sens. Bref, je tire, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai rien, j'ai pas de portable, je me dis, il faut que je crie un peu pour que quelqu'un m'entende. Mais en même temps, j'ai pas trop envie qu'on me trouve à poil, tu vois. Donc c'est un peu ce truc où je dis hello, mais sans trop de conviction, parce que je veux pas trop qu'on m'écoute. Donc à un moment donné, je me dis, bon, on va pas y arriver. Tu vas attendre que quelqu'un vienne un jour. Et donc j'attends comme ça à poil dans ma douche. Et puis à un moment donné, je me dis, mais tu vas pas attendre 1000 ans quand même. Il faut que tu trouves un moyen de sortir de ce truc. Donc je réessaye de faire la porte. J'y arrive pas. Et en fait, je lève la tête à un moment donné et je vois que il y avait, je sais pas, un espace qui devait faire 60 centimètres entre le mur de la salle de bain et le plafond de toute la chambre. Et je me dis, mais en fait, il faut que tu arrives à escalader ce truc-là. Seulement, tout est mouillé, le mur est mouillé, donc j'essaye, j'y arrive pas. À un moment donné, je me rassois, je me dis putain, je vais me mettre dans les faits divers de la meuf qui crève de faim dans sa salle de bain. Puis je me dis, mais non, quand même, à un moment donné, tu vas oser crier pour que quelqu'un vienne te retrouver, même si t'es à poil. Et bref, il y a tout ce truc-là qui dure, mais je sais pas combien de temps j'y suis restée. En plus, je me rappelle, j'avais laissé mon ordinateur allumé sur mon lit. Et j'entendais, je chattais un peu avec Maxime, mon mari, et après je prenais ma douche et j'entendais les télé, télé, vous avez un message. Et moi j'ai envie de dire, mais putain, appelle l'hôtel, essaye de faire de la télépathie avec moi pour m'envoyer quelqu'un. Et à un moment donné, je pense au bout de 2 heures, il y a un moment donné, il y a l'instinct de survie qui a dit, ok, ce mur-là, tu vas l'escalader. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pris toutes mes forces. Je me suis retrouvée à réussir à escalader le mur seulement. Alors autant vous dire que la poussière là-haut, quand tu te retrouves à poil dans une position très bizarre pour escalader le mur, c'était infâme. Mais je me retrouve de l'autre côté de la salle de bain, je descends, je pète un câble à la réception qui n'en a rien à faire de mon pétage de câble, qui me prend juste pour une tarée. Et voilà comment se finit l'aventure. Mais je sais que cette histoire, elle fait rire énormément de monde parce que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Et tu vois, des galères comme ça, j'en ai plein, mais celle-là, c'est celle qui fait rire en général le plus de monde, c'est le moment où j'étais toute seule à poil. Je Et quand pensais t'es dans pleine de poussière, est-ce que t'as envie de retourner prendre une douche du coup ou trop Non, parce mal? que de toute façon, je pouvais même pas revenir de l'autre côté non plus la salle de bain. Donc, je me suis essuyée avec ma serviette et je suis juste descendue en trombe. Et j'avais quand même ce truc de bon, allez, je vais aller faire mon truc en train là, donc je vais aller rattraper le train d'après. Mais et ils m'ont changé de chambre. Mais après, tu vois, je veillais bien, surtout que la porte ne se ferme pas. Ok. Trop bien. Merci pour l'anecdote. En tout cas, tu vois, quand on est dans une situation de merde, on peut vraiment avoir des ressources insoupçonnées, bah, de force là en l'occurrence, mais les Mm. ressources de la merde, C'est finalement. clair. Ok, c'est à moi? Je sais plus. Quel rôle jouent les émotions dans tes décisions? C'est génial cette question. Euh, il fut un temps, je t'aurais répondu quoi? C'est quoi le rôle des émotions dans les décisions? J'ai vachement évolué là-dessus. Je fais pareil, enfin, vraiment historiquement, je pense. Peut-être eu 1 ou 2 ans avant d'avoir découvert le coaching, tu vois, je ne savais pas forcément ce qu'était une émotion. Je me rappelle avoir fait de... Mon ostéopathe me disait, Alexandre, il faut que tu apprennes à mettre des mots sur tes émotions, on va faire de la sophrologie. J'avais fait 10 séances de sophrologie, mais sans bien comprendre, sans même réussir à comprendre le concept des émotions et ce qui se passait dans le corps. Et maintenant, justement, je suis à l'opposé et j'essaie vraiment d'écouter ce qui se passe dans mon corps, justement, avant de prendre une décision, si ça paraît juste si ça paraît pas juste. Et pour ça, moi, bah, je vais marcher. Je trouve que c'est là où j'arrive le plus à faire le point justement sur mes émotions, qu'est-ce qui se joue en moi, etc. Et du coup, j'écoute à fond mes intuitions. Et ça se joue beaucoup chez moi. Bah, du coup, merci mon ostéopathe qui m'a fait la réflexion un jour, dans la mâchoire. Est-ce que la mâchoire, elle est serrée ou pas serrée? C'est vraiment comme ça que j'arrive le mieux à voir si justement ce que je suis en train de faire, il est dans le forcing ou s'il est plutôt aligné. Et j'ai envie de poser une question parce que bon, c'est un peu une question contre-intuitive pour moi parce que je suis tellement d'accord avec toi sur la force de la marche pour aller ressentir ce qui est important. Mais du coup, si je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, genre j'ai pas l'habitude d'aller marcher pour prendre du temps pour moi parce que j'ai l'impression déjà que j'ai pas de temps, enfin j'ai plein de raisons. Déjà, c'est la première question, ce serait quels sont les arguments que tu lui donnerais pour prendre le temps d'aller écouter ce qui est important quand il a potentiellement une décision à prendre. Et comment tu sais, tu vois, parce que là tu dis c'est la mâchoire, mais si je suis en train de marcher, peut-être que comme ça active des membres, comment je sais que c'est pas juste la sensation de la marche ou que c'est vraiment mon intuition qui me parle. Je sais pas si la question est claire, enfin les Ouais, questions sont c'est claires. très clair. Euh, la première partie sur il n'y a pas le temps, enfin j'étais la première à dire il n'y a pas le temps, il faut être toujours dans l'action et jamais se poser. Euh, je pense que moi, ce qui m'a fait le déclic, c'est vraiment le corps qui parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais tout le temps mal au dos, j'avais tout le temps chez l'ostéopathe. J'étais la pro pour me fouler toutes les chevilles, pour avoir des tendinites sur tout chaque membre de mon corps. Bref, il y a un moment donné, tu peux plus ne pas écouter ton corps.
Du coup, te dire que ton corps il est là pour te faire passer un message des émotions que tu es trop en train d'enfouir. Donc c'est la première chose en fait. Si ton corps te parle, t'as pas le choix quoi. À un moment donné, prends le temps de te poser avant que ça lâche. Sinon, bah, après c'est le burn-out ou en tout cas ça va pas aller bien pour vous. Et il n'y a pas besoin de forcément faire 3 heures de break. Je sais que à titre personnel, quand j'étais salariée, déjà j'allais à pied descendre un arrêt de tram plus tôt. Enfin, c'est tout bête. Mais ça fait 10 minutes de break où tu as le temps de voir ce qui vient, les émotions, les pensées, etc. Euh, Ça dépend des entreprises, mais si votre entreprise le permet, vous faites vos calls pareil en marchant. Vous verrez que dans vos calls, vous serez beaucoup plus détendu et pareil dans les prises de décision que vous allez prendre pour votre entreprise, ça sera beaucoup plus fluide. Et après, pour revenir, comment on fait pour écouter son corps, pardon, quand on marche, euh, quand je marche, il y a toujours un moment donné où je ralentis. Parce que j'ai tendance à marcher très vite. Au début, en général, je suis dans la course de ma journée, donc je marche super vite. Et puis à un moment donné, naturellement, je me dis, ah, c'est bon là, pourquoi après quand tu cours, tu es dans ton temps de marche, ralentis. Et c'est quand je ralentis où je vais. Ouais, c'est vraiment dans mon corps en fait que je le ressens. Mâchoire et épaules. Je pense que c'est peut-être à chacun d'identifier où est-ce que les tensions, où est-ce que les émotions se rangent dans le corps. Moi, je sais que je le remarque s'il y a une différence quand je fais. Est-ce que à quel point mes épaules vont se baisser par rapport à leur niveau où ils étaient à ce niveau-là, par exemple? Si je vois qu'il y a 40 centimètres qui diminuent, je me dis waouh, là il y avait un truc qui me tendait vraiment. Si je vois que c'est juste un petit peu, je me dis bon, bah ça va, aujourd'hui pas trop de tension, c'est que tu es plutôt aligné. Et pareil, et la mâchoire. Donc tête, prendre le temps d'identifier où ça se traduit dans le corps. Et si vous avez une décision à prendre, parce que souvent à mes coachés, c'est faites une simulation. Ok, je vais choisir l'option A, je vois comment réagit mon corps. Je vais choisir l'option B, je vois comment réagit mon corps. Et je me dis, ok, dans quel cas mon corps est plus détendu? Et il y a eu le cas récemment avec une coachée qui a pris la décision de changer sa cible. Et d'un coup, elle fait, waouh, ça enlève un poids, c'est un truc de dingue, je me sens légère. Bah, c'est vraiment ça, en fait, quand tu écoutes tes émotions, quand tu écoutes ce que dit ton corps, il y a ce truc de légèreté. Alors que quand tu es dans le il faut prendre ces décisions, tu es plus dans un truc de forcing, de allez, je vais me faire violence, il faut que je le fasse. Donc l'énergie aussi est pas la même. Trop bien. Et juste, à part ton ostéopathe qui t'a aidé à mettre tu vois, la lumière là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres pratiques ou d'autres personnes qui t'ont aidé à comprendre le rôle des émotions et le rôle du physique et des sensations corporelles? Ouais, bah du coup, il y a eu la sophrologue quand même, les séances de sophrologue qui m'ont aidé à trouver le temps de me poser surtout. Je Mm. pense que c'est ça aussi, comme tu dis, Louisa, où j'étais pas du tout dedans. C'était l'intérêt de prendre le temps de se poser. Donc ça m'a aidé énormément là-dessus. Et après, bah, il y a eu tout le travail avec des coachs. Là, récemment, j'ai découvert l'outil Psyche, avec son super accent anglais, qui est pas mal, qui mélange énergétique, PNL, coaching, enfin pas mal de trucs. Donc ouais, après je suis beaucoup à tester différents trucs pour justement bah, voir qu'est-ce qui joue dans mon corps et comment ça réagit. Trop bien. Qu'est-ce qui t'aide à garder des relations équilibrées? Et tu as le droit de donner ta définition de ce qu'est une Ouais, j'allais relation dire, équilibrée avant, tu vois, parce que je pense que ça qu'est-ce qu'une dépend de chaque. relation équilibrée? C'était là ma question. Euh, c'est Tu as le marrant. droit de parler aussi des relations que tu as envie, tu vois, ça peut être des amis, Ouais, ça peut être ouais. la famille, ça peut être tellement de choses. C'est marrant parce que quand j'entends le mot relation équilibrée, il y a une partie de moi qui dit bah, c'est équilibre comme vie pro, vie perso. Et je Ok. vois vraiment pas ça comme ça, en tout cas. Une relation équilibrée, pour moi, ça n'a pas de sens. De se dire, tiens, c'est relatif à un temps que tu passes avec elle ou autre, ou à un truc donnant-donnant. Euh, pour moi, une relation équilibrée, enfin, en tout cas, ce que j'entends dans une bonne relation, c'est une relation où chacun peut être soi-même, en tout cas. C'est ça pour moi, mon critère de bonne relation, on va dire, c'est que chacun puisse être soi-même. Et qu'est-ce qui m'aide à garder des relations, du coup, où chacun puisse être soi-même? Euh, Bah, tout simplement, déjà être à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire que être là quand l'autre en a besoin. Détecter un peu les signaux. J'ai grandi dans un environnement où c'est la norme de dire que tout va bien et que tout va toujours bien et jamais rien de mal. Et je pense que j'ai attiré beaucoup de mes amis, du coup, qui sont aussi un peu dans ce moule de oui, oui, tout va bien. Mais quand tout va bien, quand tu dis que tout va bien et que tout va pas bien, en vrai, il y a toujours un moment donné où tu te trahis un peu.
Et donc, c'est être à l'écoute pour voir voilà, où est la partie vraie du faux, aller creuser pour justement forcer l'autre à pouvoir être lui-même. Et nous aussi, moi je sais que du coup, c'est pareil, hein, ça doit faire 1 ou 2 ans avant le coaching où j'ose dire à mes potes quand ça va pas. Sinon, avant, c'est coucou, oui, tout va bien. Donc, c'est aussi moi montrer l'exemple en osant montrer les failles, les moments où ça va pas, etc., qui permet d'avoir des relations où chacun peut être soi-même et du coup des vraies relations authentiques. Et du coup, est-ce que tu attends de tes amis ça aussi, ou est-ce que c'est un rôle que tu prends, mais que c'est OK si eux ne pointent pas du doigt les petites failles ou essayent de te montrer que là, tu as ton petit masque de tout va bien? Euh, J'attends pas forcément ça de mes amis, parce que j'ai un peu ce truc de je suis responsable de ce que je veux montrer, et du coup, je peux pas attendre des choses des autres que je ne montre pas. Euh, ouais, non, je l'attends pas du tout. Euh, Après, du coup, mes amis le font naturellement, mais en Mm. vrai, je pense que j'ai aucune attente particulière. Est-ce que tu as l'impression qu'ils le font plus depuis que toi aussi tu le fais et que tu t'autorises à peut-être voir les signaux que tu voyais pas avant? Parce que quand tu es toi-même dans cette espèce de masque de tout va bien, que tu t'es pas un peu éduqué à montrer tes failles, est-ce que tu as Ouais. l'impression, enfin, moi en tout cas, je sais qu'en amitié, c'est un peu ce truc-là, quoi. Si tu incarnes la personne que tu as envie d'avoir en face de toi, ça va se faire naturellement et il y a un effet miroir qui va se faire. Du coup, est-ce que toi, de ton côté, depuis quelques années, tu as l'impression que ça a changé tes relations amicales? Ouais, carrément. Et c'est marrant parce que je me suis longtemps posé la question si du coup c'était moi le problème, tu vois, dans le sens où, bah, avant que j'arrive moi aussi à retirer ma coquille, clairement j'avais toujours l'impression d'être l'ami, pas superficiel, mais pas réussir à créer des amitiés comme on le voit dans les films, j'allais dire, tu sais, ultra puissantes où les gens se disent tout, etc. En fait, au moment où je me suis ouverte, bah, les autres se sont ouverts aussi. C'est là où je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, les autres, elles s'ouvraient déjà avec d'autres, mais elles n'osaient pas se permettre de s'ouvrir avec moi parce que moi, j'avais le truc de tout va bien, il faut garder le sourire. Et du coup, bah, forcément, ça crée, ça donne pas forcément envie de raconter ses problèmes quand la personne en face, elle est pas forcément Pas que j'étais pas dans l'écoute, mais que j'étais toujours dans le tout va bien, t'inquiète pas, ça va aller, optimisme à fond, quoi. Mm. Ok. Alright, prochaine question. Quels sont les traits de caractère que tu as découverts chez moi au fil du temps? Et ça tombe bien parce qu'en plus, avec Nadège, vous vous connaissez particulièrement, vu que vous bossez ensemble. Donc, ce qu'on propose, c'est que tu les répondes pour Nadège. Pour Nadège, ok. Après, tu pourras répondre pour moi si tu veux aussi, mais... et on pourra répondre pour toi. Ça te va si on l'a fait chacune son tour? Ouais, carrément. Allez. Hmm. En fait, il y a plein de trucs qui me viennent parce que on s'est connus vraiment, pas de manière saccadée, mais au fil de l'eau. Mhm. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai connu Nadège, c'était juste à travers les réseaux sociaux, clairement. Et là, j'avais l'image d'une nana qui... Le mot qui me vient, mais c'est marrant, c'est pas du tout de foi, justement, c'est pour ça que ce que j'ai découvert ensuite, c'est dans le profil disque, un rouge, tu vois, quelqu'un qui est vraiment déterminé et tout ça. Et ce que j'ai découvert au fil de temps, c'est que pour moi, finalement, tu es plutôt totalement verte. Désolée, je parle totalement de disque, désolée pour ceux à qui ça parle pas. Tu es Google totalement, existe. t'es totalement dans la bienveillance, dans l'empathie et tout ça. Et en vrai, je pense pas du tout rouge, ou un tout petit peu, en tout cas pas dominante. Voilà ce que j'ai découvert au fil du temps. J'ai découvert une nana vraiment douée dans le coaching, clairement. Une super coach. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre au fil du temps? Une nana qui aime la nature, qui aime la rando, ça je ne savais pas au début. Et bah, récemment, quand je t'ai interviewé ici, j'ai découvert aussi tes multicasquettes que tu as eues dans ta vie. T'en as eu plein et c'est top, ton parcours est ultra enrichissant. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal quand même. Clairement, clairement. Tu veux faire toi? Bah, si tu veux, Alex, enfin, soit tu retournes Ouais, vers Alex que ok, tu as vas-y. découvert, et puis après, C'est parti. Euh, C'est drôle parce que moi j'ai l'impression, et en plus on en a parlé avec Lou il y a pas longtemps, que tu vois, je pense que quand je te découvre sur les réseaux, pareil, du coup j'ai le côté très rouge pour le coup. Et après, en fait, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on s'est dit les deux, c'est que tu es exactement pareil dans la vraie vie que sur les réseaux. Et je pense que c'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît. Je trouve en tout cas que la personne que tu es en vrai, c'est vraiment la personne que tu défends sur les réseaux et je trouve ça super cool en vrai. Et tu vois, c'est drôle parce que ce que tu as dit de moi sur le côté je suis plus rouge sur les réseaux que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui a créé une vraie dissonance cognitive chez moi parce que c'était pas volontaire de ma part de laisser montrer que cette part-là. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah,
je suis pas que ça, j'aime la poésie, j'aime les trucs un peu plus subtils. Et donc, c'est ce que j'ai partagé par la suite. Et je pense que j'ai l'air moins rouge maintenant, tu vois, d'une certaine manière. Mais, tu vois, toi, par exemple, je me suis dit, je pense que, tu vois, c'est plus... J'ai presque envie de répondre, justement, j'ai pas découvert grand-chose de toi après coup. C'est-à-dire que, vraiment, je me suis dit, ben, ok, cette meuf, elle, en fait, tout ce qu'elle partage, c'est vraiment qui elle est et ce qu'elle vit. Et du coup, elle est d'une sorte d'authenticité folle sur les réseaux. Je connais pas grand monde à ce niveau de constance et d'authenticité, en vérité. Voilà. Trop bien. Le meilleur compliment que tu puisses me faire, là, tu m'as refait ma journée. C'est vraiment mon objectif d'être la même pro réseau et perso, donc merci à toi, Nadège. Et toi, Loulou, qu'est-ce que t'as découvert Qu'est-ce que j'ai découvert sur toi? Je pense qu'en fait, moi, comme je te découvre pas par les réseaux et que je te découvre dans le cadre apprentissage, tu vois, ou dans l'école de coaching, tu es en mode étudiante qui veut tout savoir, qui pose plein de questions, etc. Je pense que j'avais peut-être créé une image de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se prend un peu la tête, tu vois, à essayer de trouver la petite solution, le petit truc, le petit détail. Et que quand on passe plus de temps ensemble, je trouve que tu es quand même une meuf qui se lâche vraiment la grappe aussi, qui relativise beaucoup. Donc, il y a cette notion-là, je pense que je découvre chez toi en mode toujours chercher, mais pas non plus au point de se prendre la tête. Alors que je pense que comme le cadre, et c'est le contexte, tu vois, et je trouve ça toujours intéressant de se dire le contexte influe sur l'image qu'on va avoir de quelqu'un. Et les réseaux sont un contexte, mais moi, j'arrive pas du tout par ce biais-là. Et du coup, et de me voir en toi, tu vois, aussi dans le côté étudiante qui va aller chercher la petite bête, mais non, mais t'es sûr, et essayer de démontrer que ça marche pour être sûr de bien comprendre et aller au bout des choses. Et puis au final, bah après, t'approprier vraiment les choses, les apprentissages, et être quelqu'un de très chill, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié découvrir le côté, ouais, je peux me poser des questions, mais j'en fais pas non plus un problème parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et pour qui ça devient tellement un rituel qu'ils trouvent des problèmes là où il n'y en a pas, quoi. Donc, je pense que j'ai vraiment kiffé découvrir ça chez toi. Trop bien. Merci, Louisa. All right. Avec qui as-tu les plus grands conflits de pouvoir? Je dirais mon mec comme ça. Normal. Mais c'est un conflit que je suis toute seule. Je suis toute seule dans la bataille. Et ça, vraiment, je lui ai mis le doigt dessus. Alors, j'avais déjà mis le doigt légèrement, mais j'ai fait une immersion là, avec Franck Lobé en avril. J'ai vraiment mis le doigt là-dessus de, OK, il faut que j'arrive à lâcher prise. J'ai un problème, je peux dire problème, bref, d'ego avec les hommes et toi, de pas être tu vois, même être l'égal d'un homme me suffit pas, tu vois. Il faut que je sois au-dessus. Mais alors, mon mec, il en a rien à faire. C'est pour ça que je dis, je suis dans un conflit, mais toute seule. Toute seule, totalement. Et donc, j'ai vachement lâché prise là-dessus sur, en fait, c'est pas parce que je, je le vois sur certains aspects qu'il est mieux, je sais pas, j'en sais rien, il est super fort en bricolage. C'est pas parce que je vais l'admirer sur certains aspects qu'il y en a un qui est au-dessus et qu'il y en a un qui est en dessous, en fait. Mm. Il y a pas de, ouais, en fait, il y a pas de hiérarchie. Et ça m'a vachement levé un poids, du coup, d'arrêter d'essayer de hiérarchiser et de me dire, mais en fait, on est au même niveau et c'est OK, et ça fait pas de moi quelqu'un d'inférieur. Mais j'ai eu un gros sujet là-dessus, sur le fait de, ouais, d'avoir quelqu'un masculin au-dessus de moi, tu vois, ça trigger. Je travaille encore un peu, mais je lâche déjà beaucoup plus la grappe à mon mari. Et j'ai envie de rebondir sur ça parce que du coup, donc, tu identifies ça avec Franck à son stage. Et là, c'est hyper flagrant dans la manière dont tu le dis, c'est soit j'ai besoin de me sentir au-dessus, soit je me sens inférieur. Et donc, du coup, la découverte, c'est ben, en fait, je peux me sentir d'égal à égal, quoi. Et tu te vois faire aujourd'hui quand tu essayes de te mettre au-dessus et de te réaliser, de se dire, bah non, en fait, là, c'est parce que je me perçois en dessous que je bataille à essayer d'être au-dessus. Comment tu identifies? Ouais, alors, je le vois après coup de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a la phrase qui part et de temps en temps, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais à un moment donné, je m'arrête et je fais, wow, OK. Donc, je le vois forcément à un moment donné. C'est-à-dire qu'en tout cas, j'en sais rien, il y a je dis les choses. Et il me faut juste 3 secondes pour prendre du recul et me dire, ouais, non, là, en fait, tu te prends la tête toute seule, tu es encore dans une histoire de pouvoir et à prouver que tu es la meilleure qu'eux. Donc, je le perçois, mais ça m'arrive encore, par contre, du truc qui sort
surtout avec la fatigue, là, quand les enfants ils ne font pas dormir la nuit, c'est là où le cerveau il a plus trop de temps de prendre du recul, il va plus dans les instincts primitifs, primaires. Mais ouais, du coup, ça m'arrive encore, mais je le perçois. Donc là, Ok. je vais le voir, je fais, ouais, bon, désolé. Mais tout comme je le perçois aussi quand lui aussi agit aussi de la même manière sous la fatigue et pas rationnel, et du coup, ça me touche beaucoup moins. Parce que souvent, Hmm. ça va vite être l'escalade parce que je sais pas, il va dire un point et je vais le percevoir du coup en mode ah, il se pense supérieur, etc. Et je vais renchérir. Là, maintenant, il y a des moments où je contre-attaque plus parce que je me dis ok, non, en fait, il est fatigué, il ne le pense pas, on passe à autre chose. Ouais. Ça me touche moins aussi quand on me fait une réflexion. Donc, voir que ça existe, déjà, c'est le premier point, enfin, le point de conscience, se voir faire et vite faire demi-tour quand tu es dans cette action-là. Et c'est pas toujours évident, quand même, je trouve, d'avoir ce truc de OK, je me vois faire et comment est-ce que je continue pas l'engrenage, mais je fais mon petit pas de côté et soit je m'excuse, soit. Comment tu fais, toi? Est-ce que c'est. Ouais, je suis désolée, je suis en train de me voir faire, tu prends ta responsabilité? Tu respires, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir faire ça? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir ce skill-là et qui se voient Ouais. continuer pour rien, juste par principe de bah merde, j'ai commencé, je vais pas faire demi-tour, quoi. Mais en fait, ce qui est, c'est qu'en général, ça se déclenche quand il y a les enfants à côté. Et je Ok. sais que je veux pas que les enfants voient qu'on se prend le chou. Du coup, à un moment donné, je vais dire, OK, pas devant les enfants, on arrête. Et là, je vais avoir le temps de prendre du recul et de me dire, bon, en fait, c'est con, on se prend la tête pour rien. Et du coup, après, on en discute et ça va, quoi. Et je Hmm. pense que c'est grâce aux enfants. Il n'y aurait pas les enfants, je continuerais peut-être à rentrer dans la bataille. Mais quand il y a des enfants, tous les deux, on essaye au maximum de dire, OK, là, il y a eu un pic, un chacun, un partout. Allez, on s'arrête, on reprend tout à l'heure. Mais pas devant les enfants. Et en même temps, c'est une tactique maintenant que tu le sais et que tu as les enfants, que tu pourrais presque dupliquer au final dans d'autres situations en mode bon, on a le droit à un partout. Si on voit qu'on fait plus de un partout, on change de pièce ou Ouais, on fait autre chose qui n'a rien à voir. ouais. Et J'avais si, vu il y un a un couple comme ça qui se mettait à plat ventre sur le sol et tu sais, tu te mets en face à face à plat ventre comme vraiment des enfants qui joueraient par terre, qui se disent bah viens, on continue à s'engueuler comme ça, tu vois. C'est pas possible, c'est pas techniquement possible, tu vois, t'as juste envie de rigoler. Du coup, ça calmait le jeu direct. Ouais. Et il y a un autre truc aussi qui aide. Globalement, la semaine avant mes règles, je suis insupportable. Je le sais, il le sait. Donc maintenant, alors déjà, évidemment, c'est lui qui le détecte. C'est-à-dire que moi, j'y pense même pas. Il fait, t'es la semaine avant tes règles, là, je fais. Ah ouais, putain. Et tu vois, ça calme le truc direct. Mais il y a des moments où je sais que, tu vois, quand j'ai conscience que c'est la semaine avant les règles, je lui dis. Je lui dis, du coup, je fais, ah, pour info, là, je suis en semaine avant les règles. Si je suis chiante, dis-le-moi. Et donc, il y a des moments où je vais lui balancer un pic qui va me dire, Alexandra, c'est tes règles. Je fais, ah ouais, putain, c'est vrai. Et ça calme le truc parce que je sais que sous l'influence pré-règle, mais je suis insupportable. Je suis ingérable, je prends tout personnellement. Et là, on parle du corps. Je sens dans mon corps. Il y a des moments où je ne fais pas attention au calendrier. Je dis juste à mon mec, là, j'ai de la tension. Elles vont arriver, les règles. Je le sais, je le sais. Mais parce que je le sens vraiment au fond de mon corps. Et du coup, voilà, on met les mots dessus. Et ces semaines-là, du coup, maintenant, on sait on n'arrête pas de discuter. Mais ça sert à rien de rentrer dans un débat ensemble. Nouvelle question. Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie ces 3 dernières semaines? 3 dernières semaines. Bon, déjà, aller marcher, clairement, ça me redonne de l'énergie. Euh, Mes clients. Voilà, dès que j'ai des clients au téléphone ou même des prospects au téléphone, ça me donne un coup de boost. Euh, et si, bah, le ski, le week-end, là, on y va tout avec les enfants, on y va toutes les semaines, on voit la neige, on voit le ski. Enfin, je m'étais dit qu'il faudrait que je creuse un jour sur ce que disent les neurosciences ou s'il y a eu des études sur l'effet de voir du blanc et de la neige sur le cerveau. Mais du coup, j'habite à Grenoble, donc pas au niveau de la neige, et on monte à la neige bah, tous les week-ends. Et vraiment, tu vois la neige sur la route, ça fait, enfin, ça donne de l'énergie. Il y a un truc qui se passe. Je peux pas l'expliquer. Je pense que c'est la couleur blanche qui doit être associée à un truc. Enfin bref, j'ai pas l'explication scientifique, mais il y a T'allais vraiment au un truc ski avec quand la t'étais neige. enfant? Ouais. Et J'ai c'était toujours genre, enfin, c'était très commun, puisque t'habitais pas à Grenoble quand t'étais Non, enfant. non, j'habitais en région parisienne, on allait juste une semaine par an au ski. Ok, Ouais, peut-être que c'est relié à ça, mais mon mari a la même chose. Vraiment, c'est ok, ça, on se dit, il y a peut-être un truc avec la neige, avec le blanc. ouais, ouais, ça vaut le coup de creuser.
Moi, je connais des gens que ça désespère, genre ma mère, mais parce qu'elle associe la neige à le danger sur la route, le risque d'avoir des accidents, tu vois. Donc j'ai plus l'impression que c'est l'association neige égale fun, égale ski, égale montagne, tu vois. Ouais, c'est peut-être une association des vacances, parce que les vacances au ski, c'est vrai que c'est trop bien. C'était le moment où tu as droit au bar Snickers, Mars, Nesquik et tout ça quand t'es petit. Il y a peut-être une association comme ça, vacances. Ouais, et puis je pense qu'il y a une association un peu festive. Je me rappelle l'année dernière, j'ai passé Noël en Thaïlande et donc je t'avouerais que les images de Père Noël enneigé quand t'es en débardeur, c'est très étonnant, tu vois. Et vraiment, il y avait des images de Noël partout et tu sentais que c'était une association universelle, en tout cas qui s'était universalisée. Je pense pas que c'est très, très vieux, mais qui s'est universalisée et qui crée ce truc un peu comme à la base l'ours blanc et le Père Noël de chez Coca-Cola, quoi. Donc il y a un peu aussi cette question de à quel point est-ce que ça nous appartient. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que, bah, voilà, quand t'étais enfant, aller au ski, c'était un truc de ouf. Moi, c'était le cas. Et du coup, quand je vois la neige, je suis une gamine, quoi. Vraiment, je suis en mode, oh, c'est trop beau. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là. Et l'association, je pense qu'elle vient aussi peut-être des environnements publicitaires, sociétaux qui nous ont été inculqués, quoi. Hmm. Ouais. Et tu vois, moi, ça me donne pas de l'énergie, ça me donne de la joie, mais ça me calme. Parce que pour moi, la neige, c'est le bruit de la neige. Et du coup, c'est un truc très, tu sais, t'entends, t'es pas dans la neige, mais par contre, tous les autres bruits autour, ils sont un petit peu absorbés, je sais pas comment dire. Et tu vois, comme j'aime bien les endroits très calmes, du coup, ça me crée un ancrage de calme, de sérénité. Donc ouais, ça dépend un peu de ce qu'on a vécu. Ouais, c'est marrant, parce que quand tu dis ça, je me dis, ouais, Louisa, t'as raison, ça dépend de ce qu'on a vécu. Parce que moi, la neige, du coup, je l'associe vraiment au dynamisme, au truc de tu descends les pistes à fond, enfin, Mm. toi qui me donne de l'énergie. Donc, t'as raison, c'est peut-être pas universel, c'est peut-être juste moi. Qu'est-ce que tu évites et qui mérite ton attention? Et ensuite, pourquoi l'évites-tu? J'ai un point qui me vient en tête. Euh, mes comptes bancaires. J'ai toujours, en tant que salarié, fait mes comptes tous les mois, combien je gagne, combien je mets de côté, etc. Depuis que je suis à mon compte, je sens que, tu vois, je suis passée de tous les mois à je le fais tous les 6 mois, voire là, je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait mes comptes, et que c'est sur ma to-do list de il faut que je fasse mes comptes, où est-ce que tu en es, tes placements et tout ça. Et je sens que je l'évite. Et pourquoi je l'évite? C'est une excellente question, tiens, ça fait vachement réfléchir. Euh, je pense qu'il y a un peu ce truc de je me suis reconvertie dans un métier pour le plaisir. Bon, je parle comme mes clients, alors que je dis à mes clients, quand même, tu le fais pour l'argent. Je me suis reconvertie, du coup, pour ce côté plaisir et l'argent secondaire. Et je pense que si je me retrouve du coup, à refaire mes comptes tous les mois, etc., il y aurait peut-être cette notion de redonner de l'importance à l'argent dans mon métier. Euh, ouais, qui viendrait se dire, mais non, mais tu fais pas ça pour ça, continue de te prendre plaisir. Un peu ce truc ouais, de continuer de prendre du plaisir comme si tu pouvais pas mêler argent et plaisir. C'est Hmm. marrant, pourtant. J'aurais jamais mis le doigt sur ça. Désolée, je réfléchis vachement en parlant. Tu nous as refait notre journée. C'est bon, tu vois, Ouais. ça va dans le temps. Si une question a pu Et, semer une graine. non, mais en fait, ça me fait questionner vachement parce que quand j'ai tous mes clients coach thérapeutes ont cette thématique et je suis là à chaque fois d'un point de vue extérieur. Non, mais je l'ai pas du tout. Mes comptes, moi, je les fais vachement pour ma société. Mais c'est vrai que je les fais pas du tout pour ma titre perso. Euh, et ouais, je pense que je suis dans une phase en fait de rébellion un peu de. J'ai beaucoup été en fait en tant que salarié, il faut gagner plus pour gagner plus pour gagner plus pour gagner plus pour avoir le plus de succès, pour le plus de reconnaissance, etc. Je pense que je suis dans ma phase de rébellion, ouais, c'est quoi le sens dans tout ça? Fais-toi plaisir. Et dans cette phase de rébellion, ça passe par tu fais plus tes comptes tous les mois. Hmm. Euh, mais il y a quand même une part de moi qui a envie de faire ses comptes, parce que vous voyez, c'est quand même dans ma to-do list tous les mois qui saute, hein. Mais faut que je creuse ce point, plus la tête reposée, peut-être en allant marcher, tu vois, ouais, qu'est-ce qui se joue vraiment? Ok, Il y a deux parts de moi qui se tiraillent, je sens. Trop Du bien. coup, ça rend un truc un peu flou dans le discours, désolé, mais voilà, il y a le point qui est là. non, du tout. Et je pense que ça révèle
les changements de posture et effectivement les trucs qu'on a l'impression qu'ils peuvent pas se mêler, alors qu'en fait, de se dire, bah attends, est-ce que je crois vraiment à l'histoire que je me raconte? Genre, bon, bah, argent et plaisir, c'est différent, et donc, du coup, ça sert, tu vois. Et j'aime bien ce que tu montres aussi là-dedans, qui est, j'ai une croyance qui me tient jusqu'à un temps, qui m'aide à me permettre de développer mon business, de kiffer, etc. Ah tiens, je me pose une question et ça re-questionne juste est-ce que j'ai envie de garder cette croyance encore un moment et est-ce que ça me sert pour l'instant? Ou est-ce que, ah non, bah peut-être en fait de juste me poser la question me fait dire, je suis pas sûr que ça me serve encore et à quel point est-ce que c'est exactement ce qui m'empêche sûrement d'aller au stade d'après. Donc ce flou-là, c'est le déchirement du voile, quoi. C'est le moment où tu passes de je me rends pas compte que j'ai cette croyance, et je me questionne juste si elle me sert encore, et ça, on te laissera aller marcher pour ça, mais c'est cool, merci de montrer ça. Hmm. Ce qu'on te propose, c'est de tirer une dernière question du jeu. Oui. Que ressens-tu à l'idée de vieillir? Euh, c'est marrant. J'ai pas l'impression de vieillir. C'est très bizarre ce que je veux dire. Mais je me suis arrêtée de vieillir à 18 ans. Vraiment, je peux pas l'expliquer. Je pense qu'il y a eu le switch de lycée vers la vie des adultes. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, on reste au lycée. Et j'ai vraiment ce truc, euh, ouais, je sens que je vieillis, tu vois. Bon, mon corps est plus le même, j'ai les années qui passent. Là, waouh, je me dis, t'as 35 ans. Mais dans la tête, je me suis bloquée à mes 18 ans et j'ai l'impression que l'Alexandra des 18 ans, ouais, non, elle a quand même vachement changé, mais l'âme de l'Alexandra des 18 ans est la même qu'aujourd'hui, qu'elle sera toujours la même. Et du coup, cette idée de vieillir me touche pas du tout. Je pense que elle me touchera le jour où j'aurai un problème physique qui vraiment empêchera, tu vois, d'avoir la même vitalité ou un problème de santé. Mais tant qu'il y a la santé la forme physique, je n'ai pas l'impression de vieillir. Ok. Je vois les rides, mais le mental à l'intérieur, là, il est, enfin, toi, c'est le même. Mais t'as l'impression que tu vieillis pas, c'est tout, ou tu veux pas vieillir et du coup, voilà. T'as raison. Je pense que je veux pas vieillir aussi, très certainement. Il y a une partie de ça et qui fait que je me dis, j'ai toujours 18 ans et je vieillirai jamais. Euh, Et c'est quand même ouais, c'est un truc il y d'adulte de a, faire ses comptes en plus, donc ouais, mais tu vois, je pense que je le faisais déjà à 18 ans limite. Enfin, tu ok. vois, c'est vraiment un truc. J'ai deux parents qui sont dans la finance, donc tu vois, les Ouais. comptes, tout ça, c'est ancré. Mais tu vois, j'ai ce truc mon souhait le plus profond. Le jour où j'ai un problème de santé grave ou de mobilité physique, ah, je veux mourir sur le coup. Tu vois, je veux pas avoir ce truc de vieillesse qu'on peut voir, bah, moi que j'ai pu voir chez certains de mes grands-parents, où t'es un légume dans une chaise toute la journée et tout. Et j'ai ce truc en fait, le jour où tu vieillis, t'es mort. Un peu. Hmm. Tu vois, si t'es vraiment. T'as pas un entre-deux, en fait. T'es jeune jusqu'au jour où tu peux plus. Jusqu'au jour où t'as plus ton corps. C'est intéressant de voir à quel point le vieillissement est associé au corps. Tu vois, genre tout Ouais. de suite, il y a eu ce truc de mon âme, elle est restée à 18 ans, et vieillir, c'est mon corps qui fatigue, qui s'abîme, qui prend des risques, etc. Et j'aime bien cette question pour voir la définition tout de suite de qu'est-ce que ça veut dire vieillir pour les gens, tu vois. Des fois, c'est grandir en sagesse, il y a plein d'associations, et ça, c'est plus mon avis perso, tu vois. Je pense que les femmes, on est très associées pardon, au vieillissement physique. On pointe du doigt le vieillissement assez rapidement chez les femmes. On voit assez peu de femmes qui ont 50 ans dans le paysage, plus maintenant, mais tu vois, c'est pas de petite bombasse jeune à vieille sorcière, quoi, si je stigmatise un peu le truc. Mais je trouve ça intéressant de voir le vieillissement du corps. Et du coup, ta petite âme de jeunette de 18 ans, là, ce serait quoi vieillir pour ton âme? C'est pas possible. Tu vois, c'est le premier truc qui vient, c'est là où c'est marrant ce que tu me dis. Je dis, ouais, en fait, c'est le corps le vieillir. L'âme, elle peut pas vieillir. Euh, Mais c'est trop intéressant, tu vois. Enfin, je prends ça comme une réponse. ouais, j'arrive pas à imaginer l'âme qui vieillit. Tu vois, ce truc de sagesse. Alors, je sais pas, on m'a toujours dit que j'étais vachement mature pour mon âge. Alors, soit je suis déjà vieille, tu vois, je suis à 18 ans, j'étais déjà vieille. Et du coup, je peux pas vieillir plus. J'en sais rien. Je pense que je gagne quand même en sagesse, mais ouais, même pas. Ça me parle même pas, ce truc de grandir en sagesse. Qui est-ce que tu connais qui ont des âmes de vieux? Bonne question. Qu'est-ce que je connais qu'on est...
C'est marrant, le premier truc qui me vient, en fait, c'est toute la génération de nos parents. Je trouve qu'ils font plus vieux que nous. Enfin, tu vois qu'ils ont ce truc de... C'est marrant, j'arrive à mettre le doigt peut-être. En fait, ce qui fait me dire que je vieillis pas, c'est ce côté de sortir du cadre, des règles, tu vois, d'être assez libre dans ce que je veux faire, etc. Là où j'ai l'impression que toute la génération, en tout cas de mes parents et de leurs proches, sont vieillis avant l'âge par ce truc d'être dans toutes les injonctions de la société, de la réussite, de ce que tu dois faire, etc. Et tu vois, ce truc du coup de passage vraiment de 18 ans à la vie d'adulte, où tu te construis une bonne situation, tu fais ton truc, etc. Et moi, j'ai l'impression, à 18 ans, de m'être dit, en fait, non, tu vas pas rentrer dans les cases de tous les adultes, etc. Même si j'y suis rentrée dans les débuts, dans ma tête, c'était, j'y rentre, mais je ne m'associe pas à eux. Enfin, j'ai toujours ce truc de liberté en moi qui est très important. Et, et en fait, c'est marrant parce que, désolé, je suis en train de on revient à ma thérapie. Une phrase que nous a toujours dit notre père à nos 18 ans à chacun. 18 ans, c'est des droits, des devoirs et des responsabilités. Vraiment, il a bassiné ça. J'ai grandi avec ça. Je suis l'aîné, donc je l'ai vu après pour les 18 ans, mes trois frères en dessous, frères et sœurs. Et je pense que c'est vraiment ce rejet de, en fait, si je vieillis, c'est des droits, des devoirs, de la responsabilité, c'est des trucs chiants. Et du coup, non, je reste à mes 18 ans parce que je veux être dans le fun, dans l'enfance, dans le délire. Et du coup, les âmes pour moi, sont vieilles, c'est celles qui sont vraiment rentrées dans ce truc un peu plan-plan de mon point de vue, encore une fois, c'est que mes perceptions, de droit, devoir, responsabilité, créer une situation, etc. Trop intéressant. Et c'est marrant parce que du coup, tu enlèves les droits du package aussi. Si tu prends pas le package, ben, t'as pas les droits associés. Et moi, j'ai l'impression que tu te dis, je vais prendre que les droits, je vais enlever le reste. Et voilà. Alors qu'en vrai, en plus, c'est pas une réalité. T'es maman, donc t'as évidemment des responsabilités de ouf avec tes enfants. T'as un business. Enfin, où est-ce que t'as des responsabilités aujourd'hui qui t'énergisent et qui te font plaisir, en fait? Ouais, bah carrément, mais c'est pour ça que j'ai grandi et que je reste, tu vois, dans ce truc-là, mais comment dire? Je pense que c'est ce truc de pas sérieux, de folie, tu vois, qui aujourd'hui, toi, j'ai appris à composer avec. Donc, comme tu dis, hein, j'ai des droits, j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités, je les ai totalement. Mais avec ce grain de folie, ça vient de moi et pas j'avance sans me poser question d'un truc qui vient pas de moi. Hmm. Tu les as choisis, quoi. J'ai choisi quoi, c'est ça que tu dis? Ouais, tu les as choisis, tes responsabilités, tes Ouais, droits, tes devoirs. ouais, Enfin, exactement. trop bien. Ok. Alors, j'arrête le partage. Et on a une dernière question pour finir qui ne fait pas partie du jeu, mais avec laquelle nous, on aime bien conclure quand on joue aussi, qui est pendant ces discussions, quand est-ce que tu t'es sentie la plus vue et pourquoi? Et ça peut Euh, être par toi, par nous, par une question. J'ouvre la question. Je pense qu'il y a les deux questions qui me viennent vraiment à l'esprit. C'est celle sur l'argent et sur ce truc de pourquoi est-ce que je ne fais pas mes comptes perso. Et celle-là de ce truc de vieillir, où je me dis, waouh, faut encore creuser. Mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment les deux questions où on a le plus en profondeur. Les autres, c'était clair dans ma tête, clair pour moi, pas de sujet, on va dire. Là, les deux questions-là, c'était vraiment celles où je me suis dit, waouh, il y a un sujet sur moi. Hmm. Trop bien. Donc, le fait de te sentir vue, au final, c'est de découvrir des choses sur toi que tu savais pas Ouais. En fait, le moment où je d'office, quoi. m'ouvre à un point que moi-même, je sais pas ce que je suis en train d'ouvrir. Trop beau. Les autres, je m'ouvrais, mais je savais ce que je vous donnais puisque c'était clair pour moi et tout ça. Les autres, c'est je m'ouvre, mais en fait, je découvre en parallèle de vous, quoi. Trop beau. Trop cool. Et quelle question est-ce que tu aimerais poser à la prochaine personne qui passera au micro de vue? Honnêtement, la question, je n'ai plus l'intitulé exact, mais c'était qu'est-ce que tu évites, je crois. Hmm. Elle était vraiment puissante. Donc, si je peux reprendre une question du jeu, Qu'est-ce que tu euh, évites et qui qu'est-ce mérite que ton tu évites et attention? pourquoi? Ouais, c'est ça. Hmm. Ok, trop bien. Et on fait les choses un peu dans le désordre et on va te proposer maintenant juste de te présenter en une phrase, savoir qui tu es, vers quoi on peut venir se tourner, enfin pourquoi on peut venir se tourner vers toi plutôt et où est-ce qu'on peut te trouver. Euh, je te laisse la parole.
Je suis Alexandra Ridou, maman de deux petits bouts de chou. Donc déjà, si vous voulez vous plaindre du rôle de maman, je suis une très bonne oreille. J'en ai bavé. J'habite Grenoble. Si vous voulez des conseils de rando aussi autour de Grenoble, contactez-moi. Et sinon, dans la vie pro, j'accompagne les coachs et thérapeutes qui veulent développer leur activité de manière alignée à la développer pour attirer plus de clients. Donc tout ce qui est marketing, communication, vente. Et mon petit plus, c'est la marche. Je pousse à fond mes clients à prendre leurs décisions et faire leurs réflexions en marchant. Trop bien. Et où Voilà. est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, du coup? Ouais, vous pouvez me retrouver un peu partout, sur LinkedIn, Alexandra Ridou, sur Instagram, Randos Coaching. Et j'ai aussi un podcast, Les Sentiers du Possible, où vous avez deux belles interviews de Nadège et Louisa également. Trop bien. Et si les personnes qui nous écoutent pouvaient repartir avec un mantra, une idée, enfin quelque chose qui t'a touché récemment, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? De cet échange ou de manière générale, quelque chose qui Peu m'a importe. touchée? Peu La vie. importe. La vie en général. Ouais. Ouais. Kiffez, prenez du plaisir. Vraiment, c'est le truc qui me viendrait à l'esprit. Si vous êtes à votre place, si vous faites les choses avec kiff, la suite, elle suivra forcément. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça va se faire vite. Ça veut juste dire que vous allez kiffer votre vie, garder cette âme d'enfant. Enfin, il y a un truc avec l'enfance, hein. Garder cette âme d'enfant, vraiment, la vie, c'est un jeu, on n'en a qu'une, et profiter. Trop bien. Du coup, si tu as aimé ce moment de kiff et de partage profond qu'on vient de vivre avec Alex et que tu aimerais en vivre plus souvent, on te donne rendez-vous sur Instagram, @nouvu. Et merci beaucoup, Alex, pour tous tes partages. On te dit à très vite. Eh ben, merci à vous les filles et à très vite. Tchou tchous.